moi, je sais que j'ai eu le cas quand je me suis lancée. On m'a dit: «Ah, mais il y a déjà, telle personne qui est une conciergerie». Je disais: «Mais oui, non, cette personne-là s'occupe que du ménage et de la remise des clés. Moi, c'est pas du tout ça que je propose». Voilà, c'est vraiment bien se renseigner aussi sur les différents types de prestations qui peuvent, intéresser les propriétaires. Est-ce que c'est juste déléguer le ménage et les remises de clés ou alors est-ce que c'est vraiment tout délégué? Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interviewe également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcast ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas. Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Thaïs. Bonjour Laura. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir et surtout de présenter la conciergerie des Trois Villes Sœurs. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Thaïs Alcala, j'ai 26 ans et comme tu l'as très bien dit, je suis, la gérante de la conciergerie des Trois Villes Sœurs. Alors, peut-être très rapidement pour expliquer, ce que c'est les Trois Villes Sœurs, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent, vont peut-être pas comprendre ce que c'est. Mhm. C'est l'appellation qu'on a, là où j'habite et je vous expliquerai après, des 3 villes, donc qui sont Le Tréport, Mers-les-Bains et Euux, qui sont 3 villes qui se touchent et donc ensemble de 3 villes s'appelle les Trois Villes Sœurs. Excellent. Donc c'est entre la Côte d'Opale et la Normandie, si je me trompe pas. Exactement, on est vraiment entre la baie de Somme et le tout début, de la Seine-Maritime, de la Haute-Normandie. D'accord, parfait. Donc c'est là où tu as grandi. J'ai vu ensuite tu as fait des études, notamment un diplôme en commerce international, puis tu es revenu Ouais. dans le coin pour fonder la conciergerie. Comment c'est venu l'idée? Tout à fait. Alors moi, en fait, j'ai fait des études en commerce international. J'ai travaillé pour des grandes maisons, de luxe et de prêt-à-porter entre la France et l'étranger. Durant, mon dernier emploi, plusieurs choses se sont passées. Mon conjoint a acheté une petite maison, là où on habitait, quand on était jeunes tous les 2, donc à Euux, en Haute-Normandie et il voulait la mettre en location saisonnière et c'est vrai que lui étant à Amiens et moi à Paris, on s'est rapidement dit: «Mais mince, comment on va faire pour gérer tout ça?» C'est vrai que ça nous semblait pas très pratique et on n'a pas trouvé forcément d'entreprise qui correspondait vraiment à nos attentes, à nos besoins et en parallèle, des amis sont revenus, vivre de Lille, jusqu'ici en Haute-Normandie et pareil, ils avaient plusieurs logements, dont quelques-uns qui souhaitaient mettre en location saisonnière, le reste en location à l'année et ils n'avaient pas l'opportunité de le faire parce que justement pas d'entreprise qui correspondait vraiment à leurs besoins. Donc de là est venue l'idée, de la conciergerie des Trois Villes Sœurs Tu l'as peut-être dit, c'était il y a combien de temps? et moi j'ai commencé en novembre de l'année dernière, donc ça fait, un peu plus de 6 mois. Génial, d'accord et donc effectivement, tu as pu, d'abord identifier un besoin et c'est, ce qui t'a permis de créer la conciergerie. Oui. Tu connaissais un petit peu le milieu? Tu étais familière avec les gîtes et les chambres d'hôtes? Alors oui, tout à fait, moi j'étais surtout familière en fait avec, les locations, Airbnb, Booking et aussi les hôtels. Chambre d'hôte, j'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment chez l'habitant et du coup voilà, c'est vrai que j'étais familière oui et non. C'est-à-dire que j'avais vu passer, des grosses entreprises de conciergerie, qui sont un peu présentes partout en France. J'avais eu l'occasion de séjourner, à l'étranger, via des conciergeries et cetera.
Mais voilà, j'ai dû vraiment me renseigner sur tout ça avant de me lancer, ça c'est sûr. Tu trouvais de l'information facilement? Alors non, c'est ça qui est un peu, voilà, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui, ont potentiellement l'idée de se lancer dans la conciergerie, c'est vrai que les informations ne sont pas très accessibles. Pourquoi? Parce que c'est des nouveaux métiers, en fait. Voilà, ça commence petit à petit, à se fournir en informations, mais ça a été très compliqué. Il a fallu passer du temps justement sur, bah, voilà, essayer d'appeler des entreprises, se renseigner, sur internet. Ça voilà, c'est important. Est-ce qu'il faut un diplôme pour ouvrir une conciergerie? Alors, je t'avoue que je me suis pas forcément beaucoup posé la question parce que moi, ayant un diplôme de commerce, en commerce international et en commerce tout court, c'est vrai que je pouvais faire ce genre, de métier sans trop de soucis, mais il faut se renseigner. Voilà, je me demande s'il faut pas, quand même avoir un minimum, de diplôme pour pouvoir se lancer. Après, rien n'empêche, de se lancer, en auto-entrepreneur. Je suis pas sûre qu'ils demandent forcément, des diplômes particuliers, il faut se renseigner. C'est vrai que voilà, moi de mon côté, je me suis pas trop posé la question parce que je savais que j'allais pouvoir, travailler dans ce secteur qui quand même, se regroupait par rapport aux études que j'avais faites. Mais voilà, faut regarder. Oui, je pense que c'est peut-être, pas nécessaire en soi pour créer l'entreprise. C'est juste pour avoir les bases et les bons bagages parce qu'il y a de la gestion, quoi. Pour tout créateur d'entreprise, de toute façon, quel que soit le domaine, Tout à fait. histoire d'être, plus à l'aise avec, sa future activité. Ah oui, tout à fait, parce que surtout, c'est très important de l'avoir en tête. Il y a une grande partie comptabilité, une gestion, bah, des objectifs, des établissements de prévisionnel. Donc il faut quand même avoir un minimum, voilà, de connaissances derrière ou du moins être très bien accompagné, pour se lancer dans le projet. On m'avait demandé s'il fallait, tu sais, le numéro des agents immobiliers. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es renseigné aussi? Alors oui, tout à fait. Ça, je me suis renseignée. Forcément, tout ce qui est, d'un point de vue légal, c'est aussi très important, de se renseigner avant de se lancer. Pour la conciergerie, on n'a pas forcément besoin de la carte T de transaction ou la carte G de gestion qui sont réservées aux agents immobiliers, à partir du moment où on ne perçoit pas les revenus des propriétaires. C'est-à-dire que moi, avec ma conciergerie, ce sont les propriétaires qui perçoivent leurs revenus et après, moi, je leur établis une facture sur les prestations. Mais par contre, si tes conciergeries souhaitent recevoir le montant des locations et après redistribuer aux propriétaires, là, il faut être en possession d'une carte immobilière. D'accord, donc c'est sur les aspects d'encaissement des revenus, savoir si c'est en direct ou si, c'est reversé après, au client. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu as formé une équipe autour de toi ou tu travailles seule? Alors, moi, je me suis lancée seule. J'ai formé une «équipe» entre guillemets parce que voilà, c'est des auto-entrepreneurs, mais je travaille avec des personnes qui sont en statut auto-entrepreneur pour tout ce qui est de la gestion du ménage et du linge. Donc voilà, ça, c'est notre petite équipe à nous. On a commencé avec, 1, puis 2 et puis actuellement, nous sommes 4-5. Donc c'est vrai que c'est chouette parce que quand on se lance, on travaille seul de chez soi. Au moins là, voilà, on a quand même une petite équipe avec qui on peut débriefer, avec qui on peut brainstormer. C'est vrai que j'aime beaucoup les impliquer aussi, ben, sur, les logements, le choix des logements, la gestion, des petites idées qu'elles pourraient avoir pour les logements parce que c'est elles qui sont en front office, voilà, quand il s'agit de faire l'entretien, c'est elles qui sont sur place et qui peuvent se rendre compte, concrètement de ce qui pourrait, manquer ou ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer encore plus les logements. Donc voilà, c'est ça ma petite équipe, même si, elles sont pas salariées, elles font pas réellement partie de la conciergerie des Trois Belles Sœurs, mais par contre, bah, on travaille ensemble, au quotidien. Ah, c'est génial. Combien d'établissements, tu as en gestion aujourd'hui? Alors actuellement, j'en ai 21. J'en ai quelques-uns qui arrivent, d'ici cet été également, qui sont en train d'être terminés, les travaux sont en train d'être finis. Donc voilà, on sera à une vingtaine de logements, d'ici cet été. Et ça fait déjà, hein? Et ça fait déjà tout à fait, je t'avoue que je suis, assez contente et assez agréablement surprise. Là, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est de pouvoir vraiment sélectionner les logements que j'ai en gestion. C'est-à-dire que forcément, quand on se lance, d'un point de vue comptable, on est obligé d'un peu accepter, ce qui nous vient. Mais voilà, avec le temps, on peut s'affiner, on sait maintenant aussi, avec un peu de recul, ce qui fonctionne mieux et ce qui fonctionne moins bien.
Donc ça me permet de vraiment sélectionner les logements que j'ai en gestion. Et donc justement, cette sélection, c'est des logements qui sont, peut-être, plus haut de gamme, plutôt ciblés famille? Comment tu choisis? C'est ça. Alors moi, j'ai plusieurs critères. Déjà, la localisation, c'est vrai que des logements, qui sont plus en bord de mer ou dans un coin de campagne, plus attractif ou dans un environnement moins résidentiel, par exemple. Ouais. Ça, c'est plus intéressant parce que les gens aiment venir, d'un côté, se mettre au vert, être au calme et d'un autre côté, être à proximité, voilà, de la mer, De sites des commerces, touristiques, ouais. exactement, Mmh. d'une part. D'autre part, tout ce qui est, quand même, hein, on va pas se mentir, la décoration, l'aménagement, les ameublements, qui est, une décoration, une identité dans les logements. C'est ça aussi quand nous, on recherche des logements, pour séjourner, on aime qu'il y ait une âme, une identité, donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose d'important et puis quand même, très important, le feeling avec les propriétaires et ça, c'est vraiment le côté humain de l'entreprise, c'est, voilà, de créer une confiance mutuelle, il se peut aussi que des fois, on sente dès le départ que, ben, des personnes vont on se dit: «Ça va peut-être pas forcément bien passer». Donc voilà, notre sélection passe aussi par ça, forcément, c'est important, de se projeter aussi, dans l'avenir, parce que voilà, on ne peut pas, s'engager, dans quelque chose si, nous-mêmes, on n'est pas forcément sûrs à 100. Bien sûr, c'est une relation de confiance et Tout à fait. j'imagine, on l'espère, sur la durée aussi, donc c'est très important de prendre le temps dès le départ, de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'il y a un certain feeling et qu'on imagine les choses, de la même manière, surtout. Oui, tout à fait, oui, c'est ça, c'est important de se rencontrer, d'évaluer la confiance mutuelle, en plus de voir le logement, de soi-même, c'est sûr. Et en général, à quel stade de leur projet les propriétaires, ils te contactent? Est-ce que là, tu l'as dit, tu vas en rentrer et qu'ils sont en travaux, donc j'imagine qu'on t'appelle, très tôt, en fait, dans le projet? Oui, tout à fait. En fait, ça dépend vraiment. J'ai des personnes qui m'appellent, en effet, ils sont en train de terminer les travaux, ils vont avoir besoin, de quelqu'un, très rapidement parce que l'été arrive. Donc ça, c'est un stade des projets pour lesquels on contacte notamment actuellement. Sinon, il y a aussi, voilà, dès le début du projet, c'est-à-dire que des propriétaires ont déjà des logements, et ils souhaitent les transformer en location saisonnière et donc là, c'est un accompagnement beaucoup plus, voilà, de conseils, de comment les aider dans, justement cette transformation en location saisonnière. Si avant c'était, soit leur résidence principale ou des locations à l'année. Et nous avons aussi des personnes qui souhaitent, changer de conciergerie. Donc ils sont déjà, soit avec quelqu'un qui faisait juste la remise des clés, le ménage et ils veulent passer maintenant à une gestion beaucoup plus complète, comprenant du coup la gestion, des annonces. Soit ils étaient, voilà, dans une gestion aussi d'annonces, soit, localisées sur place qui leur convenait pas, soit, des gens, voilà, qui travaillent sur toute la France et du coup, il y avait pas ce contact vraiment humain. Voilà, donc il y a aussi des personnes, pour lesquelles, voilà, la confiance et la reconnaissance se sont installées un petit peu au fil du temps, qui me contactent parce qu'elles me suivent depuis le tout début de l'aventure sur les réseaux sociaux et qui voient que voilà que ça se passe bien avec les logements en gestion, que de nouveaux logements rentrent et là, elles se disent: «Bon, bah, c'est peut-être le moment de contacter Thaïs». Voilà, donc plusieurs stades, pour la prise de contact. On peut, si on te démarche, est-ce que tu peux mettre en relation avec des clients que tu as déjà pour, pouvoir, avoir leur ressenti et leur témoignage sur la collaboration? Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà eu, l'occasion, de faire intervenir, une des propriétaires avec lesquelles je travaille, pour un reportage qu'on avait fait, sur, la télévision et bien sûr, les propriétaires, je pense que voilà, je pense à quelques-uns qui seraient ravis, d'échanger un petit peu sur tout ça. C'est vrai que de déléguer la gestion, voilà, les logements, qu'on met en gestion, chambre d'hôtes, gîtes, c'est un peu nos petits bébés, je suppose. Donc c'est vrai que déléguer au début pour certains propriétaires, je l'ai senti, c'est pas évident forcément, mais on leur laisse aussi le temps et puis on leur montre qu'ils peuvent avoir confiance en nous et au fur et à mesure des mois, ça se passe très bien. Et justement, je me demandais, est-ce qu'on peut proposer un accueil personnalisé lorsqu'on le confie à une conciergerie? L'accueil personnalisé, ça passe à travers, plusieurs choses parce que les gens veulent à la fois un accueil personnalisé et être aussi autonomes,
Par exemple, pouvoir arriver tard le soir et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les boîtes à clés parce qu'en termes de gestion, voilà, c'est pas possible d'être présent sur tous les logements à la même heure, notamment je vois le dimanche où tout le monde part à 11h, donc on tourne, hein, on tourne en fonction des logements, on tourne avec les boîtes à clés. Forcément, on a une attention particulière avec, des personnes qui pourraient être moins à l'aise avec les arrivées et les départs autonomes et qui nous demandent si on peut être présent. Ça, bien sûr, on s'arrange pour le faire. Mais il faut savoir que l'accueil personnalisé passe aussi par d'autres choses. Donc, par exemple, bah, ça passe par le petit mot d'accueil manuscrit qu'on laisse dans les logements. On laisse aussi un guide voilà, détaillé du logement qui donne toutes les indications pour le bon fonctionnement du logement. Ça peut passer aussi par un petit panier de bienvenue. Donc nous, ici en Normandie, on aime laisser, voilà, des fois une petite bouteille de cidre ou alors là, avec certains propriétaires, on travaille, avec une entreprise qui fait des tartinables, de la région. Et ça peut passer aussi, bah, par le guide touristique qu'on laisse dans chaque logement. Donc moi, j'ai réalisé un guide d'une vingtaine de pages avec mes bonnes adresses, les bonnes adresses de la conciergerie pour nos petits lieux pépites, pour bien manger, pour boire un verre avec une vue sympa. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est de rappeler que voilà, c'est moi qui suis en contact constant avec, les voyageurs avant, pendant et après leur séjour et ils savent, qu'ils peuvent m'appeler à tout moment. S'ils ont un problème, ils m'appellent en direct. C'est aussi le but de la conciergerie, c'est d'être très disponible. Donc c'est à travers tout ça que peut passer l'accueil personnalisé. C'est pas que être présent sur place pour les arrivées et les départs. Bien sûr, et en plus, ils ont une seule interlocutrice, donc c'est très rassurant aussi. Tout à fait et puis vraiment, ils m'appellent, enfin voilà, on communique, beaucoup, sur le téléphone, ils peuvent m'appeler, ils ont mon numéro, voilà, pas plus tard qu'hier, j'ai eu des voyageurs qui m'ont appelé car ils n'arrivaient pas à mettre en marche, la télé, voilà, enfin on est vraiment, voilà, à côté d'eux tout au long de leur séjour. Des fois même, ils nous appellent pour nous dire, «Bah, dans les recommandations de restaurants que vous nous avez mis, lequel est celui que vous préférez?» Donc bah, ça, voilà, c'est des petites choses comme ça, qui nous font aussi plaisir parce que c'est aussi, un contact autre que de leur donner le code de la boîte à clés, de leur expliquer le logement. Bien sûr, et j'ai vu d'ailleurs que tu parlais plusieurs langues, donc en plus, tu peux, t'adapter aux différentes nationalités? Tout à fait. Alors, nous, c'est vrai qu'entre la baie de Somme et la Normandie, on a beaucoup de voyageurs, anglais, anglo-saxons, belges, allemands, des Pays-Bas. Alors, malgré mes 6 ans d'allemand, j'ai beaucoup de mal en allemand. Donc heureusement, je parle couramment, anglais, je parle couramment espagnol aussi et j'ai des très bonnes bases, en portugais. Mais voilà, c'est vrai que l'anglais, c'est, la langue de prédilection pour, les voyageurs étrangers. Ça, je pense que c'est aussi très important, parce qu'il y a des personnes, voilà, qui même, bon, des fois avec des voyageurs qui parlent pas anglais, du coup, j'utilise Google Traduction, mais c'est bien quand même d'avoir des bases en langue étrangère, forcément. Tout à fait. On m'envoie souvent des petits messages en me disant: «Laura, fais-nous un petit e-book avec, des traductions et autres parce que Mais l'anglais est trop oui! vieux et il Mais faut oui, qu'on mais se remette oui! à la page». Bah, c'est sûr, franchement, pourquoi pas, hein, c'est vrai que d'avoir les phrases un peu, standards, d'accueil, de remerciements pour les réservations, bah, nous, c'est aussi l'avantage qu'on a, les conciergeries, comme moi qui travaillent avec, des logiciels de gestion qu'on appelle des channel managers. Ça nous permet de mettre en place des, messages automatiques de confirmation de réservation et d'accueil dans la langue, des voyageurs. C'est-à-dire que même si, je parle pas allemand, je sais que mes voyageurs vont recevoir un message en allemand pour, leur confirmer leur réservation. Donc Génial, ça aussi, ça les rassure. et c'est quel logiciel que tu utilises justement? Alors moi, à titre personnel, j'utilise, Logify, D'accord, mais je sais qu'il existe, de nombreux, channel managers, voilà, il y en a vraiment plein. Enfin franchement, après c'est, faites, un conseil, faites des tests. Voyez celui qui vous correspond le plus et vous pouvez quand même changer, d'une année sur l'autre. Moi, j'ai pris un abonnement annuel, donc c'est vrai que je ne pourrais pas changer, comme ça d'un mois sur l'autre, mais d'une année sur l'autre, on peut totalement changer de logiciel. c'est un très bon, conseil. Effectivement, je le dis aussi, au-delà des différents paramètres et fonctionnalités que chaque, channel pourra offrir, il faut surtout demander les démos et voir un petit peu à quoi ressemble le tableau de bord, voir si ça vous fait peur, si vous trouvez qu'il y a une certaine logique et si voilà, c'est facilement, si vous pouvez facilement le prendre en main Tout à fait, oui. parce que, ben, vous serez amené à y travailler tous les jours. Donc il faut pas s'arracher les cheveux juste pour changer une date, ouvrir, un minimum de nuitées, des choses comme ça, sinon,
ça va être horrible, quoi. Oui et puis c'est surtout, je sais que moi avec Logify, il y a, un système, de onboarding. En fait, c'est des formations de mise en route, quand on s'inscrit. Ils nous suivent après sur plusieurs rendez-vous pour, justement nous montrer comment fonctionne le logiciel, chaque petite chose, chaque petit détail et puis on peut les contacter si on a un problème. Donc c'est vrai que ce logiciel, pour moi est pas mal. Et le SAV, il est en français les ou en anglais? Le SAV est principalement en anglais. Ils essayent des fois de nous répondre en français, mais quand on appelle par téléphone, souvent on nous répond en anglais. D'accord. Ça, c'est aussi important de savoir, si des personnes sont moins à l'aise avec l'anglais, par exemple. Tu références les différents hébergements sur combien de plateformes de réservation? Alors moi, aujourd'hui, je travaille avec, donc Airbnb, Booking, Abritel et le site de la conciergerie des Trois Villes Sœurs. Je sais qu'il y a des, gestions de location qui se mettent, sur tous les sites. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux, proposer un service qualitatif sur moins de plateformes et vraiment travailler le taux de remplissage sur ces plateformes-là, plutôt que de travailler avec, 10-15 plateformes de réservation, se perdre dans les tarifications, se perdre dans les réponses voyageurs et voilà. Il vaut mieux travailler avec moins, mais mieux, qu'avec plus et moins bien. En tout cas, à titre personnel, voilà, je travaille avec ces principales plateformes de réservation en ligne. Et comment tu construis la future grille tarifaire? Est-ce que c'est, en accord avec les propriétaires? Est-ce que c'est toi qui fais toute une étude de marché? Comment ça se passe? Les 2, je te dirais les 2. Donc en fait, j'ai des propriétaires qui me laissent totalement, carte blanche pour, les tarifs. Je leur fais quand même, une estimation, je leur fais, voilà, une étude de marché très approfondie de toute façon pour chaque logement et j'ai d'autres propriétaires qui me disent: «Bon, ben nous, on avait pensé à ça comme tarif, est-ce que ça vous paraît cohérent?» Donc là, voilà, c'est, vraiment l'accompagnement personnalisé propriétaire par propriétaire. Dans tous les cas, moi, au début de la gestion, je leur fais en effet une estimation locative de moyenne à l'année, le taux d'occupation moyen sur leur secteur et voilà les tarifs qu'on pourrait, espérer sur l'été et sur la saison un peu plus creuse. Et après, voilà, ils me donnent carte blanche pour gérer tout ça en fonction du taux d'occupation. Ça nous permet, voilà, potentiellement de proposer des tarifs de dernière minute, par exemple. Si on voit que le logement en début de semaine n'est pas réservé pour le week-end qui arrive, donc c'est vrai que voilà, on se met d'accord avec eux sur un tarif, De base? Mmh. moyen. C'est ça, de base. Si jamais on voit que ça fonctionne pas ce tarif-là pour X, Y raison, ça peut être par exemple si on l'a mis, un peu trop tard sur les plateformes, par exemple par rapport à la période estivale, il y a pas assez de commentaires, donc là, il faut essayer de le remplir un maximum. Donc on s'appelle et on refait un point sur les tarifs, on convient ensemble si ça leur va, de baisser un petit peu le tarif et pour l'augmenter potentiellement plus tard. Donc tu fais vraiment une stratégie de revenu management au Oui. quotidien sur, l'ensemble des établissements? Ah oui, tout à fait, j'utilise moi, des petites choses, voilà, de yield management, de revenu management. Regarder toujours, comment, évoluent les tarifs de la concurrence, comment se situent les tarifs du logement par rapport, aux autres établissements du secteur par rapport à la saison. Voilà, si on voit qu'il y a un logement, maintenant aussi l'avantage d'avoir plusieurs logements et un petit peu de recul, c'est qu'on se dit: «Bon, ce logement est similaire à celui-ci en termes de capacité et de localisation. Pourquoi il se loue moins bien?» Et donc là, on va voir, peut-être que c'est, des petits mots dans la description, peut-être que c'est, une promotion pour essayer de le remettre en avant parce qu'il a moins de commentaires. L'idée, c'est de se dire que pour les propriétaires, nous, on va tout faire pour que le logement soit le plus visible possible et que le tarif soit le plus juste possible. Est-ce que tes propriétaires ont aussi leur propre site internet? Alors, oui, j'ai des propriétaires qui ont leur propre site internet, leur propre page Instagram. J'en ai d'autres pas du tout. En fait, ça peut être totalement compatible. Moi, les propriétaires qui ont leur site Instagram, ils les renvoient les voyageurs qui souhaitent, rester chez eux vers notre, page de réservation de la conciergerie des Trois Villes Sœurs. C'est des réservations directes. En fait, c'est exactement le même fonctionnement que si les gens pouvaient réserver sur le site internet des propriétaires. C'est pareil, donc c'est absolument pas incompatible. Génial. Et au niveau de la tarification, donc tu prends une commission sur les revenus selon l'offre qu'ils auront choisie, on va le détailler juste après. Mmh. Mais, tout ce travail de création de leur fiche sur ton site internet, la création des annonces, le référencement et la construction de la tarification,
en quelque sorte, tu l'offres puisqu'après tu ne te rémunères que dès qu'il y a des locations? C'est ça. Alors actuellement, parce que forcément, quand on lance une entreprise, Oui. on voit ce qui va un peu moins bien et puis on affine. Donc là, je suis en train d'affiner justement, tout ça. Mais actuellement, tout à fait, je les accompagne sur différentes prestations. Le service est très complet, je les aide, voilà, dans, l'estimation locative, la gestion du ménage. Je les aide également, bah, du coup, avec, la création et l'optimisation des annonces pour leur garantir une bonne occupation. Et c'est vrai que voilà, une fois qu'il y a des réservations, les premières factures sont établies. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel pour nous est payant. Donc c'est en train d'être affiné. Je pense que, ce qui va être mis en place, c'est qu'on demandera quand même, voilà, un règlement au préalable, au moins pour, le la gestion du logiciel, du channel manager et après les commissions sur les réservations. Si tu veux, actuellement, c'est vrai que c'est la conciergerie qui avance les frais, pour, la mise, en gestion avec le logiciel et ça, c'est quelque chose avec du recul, je me dis: «Bon, bah, c'est pas forcément, incohérent de demander quand même ces frais de première mise en gestion». Bien sûr, comme des frais d'inscription, tout Exactement, tout simplement. à fait, oui. Et justement, j'en ai parlé juste avant, il y a plusieurs offres. Moi, je pense à 2 de tes offres. Est-ce que tu peux nous les détailler? Bien sûr, moi j'ai différents types de gestion, donc différents types de packs de gestion, pardon, avec plus ou moins d'options. En moyenne, pour des services de conciergerie, il faut compter entre 20 et 30 de commission sur les réservations. Moi, actuellement, je propose, 2 types de packs. Donc le pack gestion, qui comprend, la création de l'annonce, l'estimation locative, la gestion du ménage, hem, donc également, bah, la tarification intelligente, comme on appelle ça. Les guides touristiques, le guide, pour le logement. Donc ça, c'est le pack, gestion qui est autour, d'une vingtaine de pourcents de commission sur réservation et après il y a le pack un petit peu plus complet, donc qui reprend le pack, de gestion. Ce pack s'appelle le pack tout compris et on a en plus la possibilité de mettre en place les paniers de bienvenue et de s'occuper pour les propriétaires notamment qui sont pas sur place, du réapprovisionnement de produits de première nécessité comme pourrait être, bah, voilà, qu'il y ait toujours des sacs poubelles, du papier toilette, après, c'est des petites choses qu'on propose à la carte aussi. C'est-à-dire que si les propriétaires veulent partir sur le pack, donc de gestion de base, on peut leur proposer, voilà, à une certaine période de l'année, de leur trouver, des paniers de bienvenue parce que forcément, nous, on a des tarifs préférentiels avec, certaines entreprises ou, par exemple, s'ils sont pas sur place, pour, X, Y raison, qui nous disent: «Voilà Thaïs, on peut pas s'occuper de racheter du papier toilette. Est-ce que vous pouvez vous en occuper, pour nous?» et ben, il y a pas de souci, moi je m'en occupe et puis je leur fais facturer à part. Donc c'est des petites choses qu'on peut mettre, vraiment à la carte. C'est très personnalisé en fonction des propriétaires, heu, voilà. Et chaque propriétaire peut se bloquer des dates, pour sa venue personnelle? Oui, tout à fait, franchement, on n'impose pas, actuellement en tout cas de date, bloquée. On leur dit pas: «Bon, bah, il faut au moins qu'on ait un mois sur 2 l'été». Non, les propriétaires peuvent bloquer à tout moment des dates pour leur famille, pour leur venue. Mais pareil, comme je te disais, c'est des choses qui sont en train d'être affinées. Voilà, peut-être qu'on leur dira, à l'avenir, «Bon, bah, vous pouvez bloquer, maximum, 2 semaines d'affilée, sur la période estivale, sinon, il faudra, voilà, mettre en place un autre système, Mmh, bien pour sûr. que l'on soit pas forcément non plus perdant. Parce que c'est vrai que des propriétaires qui, bloquent, 1 mois complet, sur le mois d'août, avec du recul, on se dit: «Mince!» Ben oui, c'est ça, tu engages des frais, mais là, il y a pas de retour sur investissement pour le coup, mmh. Exactement, exactement. Donc comme je te disais tout à l'heure et il faut pas avoir peur de ça non plus, c'est d'affiner un petit peu son offre. Forcément, les propriétaires avec qui j'ai déjà, des contrats depuis, le début, je vais pas leur faire d'avenant sur le contrat, du moins, pas d'ici la fin de l'année pour leur laisser au moins une année complète et puis quand on réactualisera les contrats, bon bah là, on rediscutera des conditions, générales ensemble. Bien sûr. Comment s'organise la collaboration? Est-ce que vous avez, je sais pas, un système de points hebdo avec les propriétaires ou c'est vraiment, par des échanges d'emails ou de téléphone quand il y a un besoin, quand il y a une question, Alors, comment fonctionne, pour t'expliquer vraiment la collaboration du début à la fin, il y a une première prise de contact qui est faite, par téléphone ou via les réseaux sociaux pour cibler leurs attentes, et leurs besoins. Dans un deuxième temps, on fait un échange par mail. Voilà, je leur demande de m'envoyer quelques photos et un bref descriptif, du logement.
Ça me permet déjà de voir au préalable, ben, si ça pourrait dans un premier temps correspondre avec, ce qu'on a en gestion. Ensuite, si ça correspond, on organise une rencontre. Donc on en profite pour faire, la visite du bien. Les propriétaires m'expliquent un peu plus en détail, bah, leurs attentes, pourquoi ils seraient potentiellement intéressés par des services de conciergerie. C'est vraiment important de se rencontrer justement, pour définir tout ça et puis ça peut aussi également s'accompagner, voilà, de quelques petits conseils, sur l'aménagement et les équipements phares ou, leur expliquer exactement comment fonctionne la gestion du linge. Le but, c'est vraiment de faciliter le démarrage, la mise en location pour les propriétaires. Ensuite, on organise, voilà, un nouveau rendez-vous où là, vraiment, on parle, du rétroplanning, de savoir quand est-ce qu'ils veulent, réellement commencer la mise en location, les semaines qu'ils veulent bloquer, pour leur venue personnelle et on fait donc la signature de contrat et moi derrière, je viens prendre les photos, et prendre des notes pour établir au mieux, voilà, l'annonce, pouvoir rédiger au mieux l'annonce sur les différentes plateformes et j'organise aussi une visite avec la personne qui sera en charge de l'entretien pour revoir les points clés de la maison, de l'appartement, revoir ce qui est important. Voilà, chaque logement a sa spécificité, donc c'est même très important que la personne qui sera en charge de l'entretien puisse en avoir connaissance. Après, moi, de mon côté, donc je rédige et je mets en ligne les annonces. Et voilà, avant la première location, je fais un dernier check du logement. Pour ce qui est de la communication avec les propriétaires, pareil, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer des mails quand ils le souhaitent. On peut être amené à se revoir de temps en temps s'ils veulent modifier certaines choses. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les propriétaires qui font appel à nos services de gestion, c'est souvent des propriétaires qui veulent voilà, se libérer du temps pour eux. Donc pas forcément de rendez-vous hebdomadaires ou de rendez-vous mensuels. Parce que c'est des personnes, s'ils délèguent, c'est pour avoir une charge mentale en moins et on évite au plus de les déranger ou alors, quand on a des petits doutes, moi je les appelle quand même forcément, mais c'est vraiment, à eux de venir vers moi s'ils ressentent le besoin, de revoir certains points ou d'être assurés ou d'avoir des conseils sur d'autres points. Moi, je leur impose pas du tout de rendez-vous. L'idée, c'est qu'ils délèguent, ils se soucient de rien et s'ils ont un doute, ils m'appellent. Très bien, d'accord. Et pour le linge, donc tu as aussi de l'aide pour la gestion du linge, Oui. mais est-ce que ça veut dire que c'est le stock des propriétaires? Est-ce que c'est un système de location? Ça dépend des propriétaires, vraiment. J'ai des propriétaires, qui travaillent avec une entreprise, qui vous loue du linge, une grande entreprise, qui doit être connue, des propriétaires, de chambres d'hôtes, qui nous déposent le linge une fois par semaine et on leur remet le linge sale dans un sac et voilà, ça c'est une gestion, externe. Après, on a une gestion avec, on a un partenariat avec un service, de pressing à la ville 2 avec lesquels on travaille. Donc, les personnes en charge de l'entretien déposent le linge. Elles définissent avec, le pressing d'une date pour récupérer le linge et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les draps des propriétaires. Aussi pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que chaque logement est unique, en fait, et a sa personnalité et donc moi, je veux pas imposer aux propriétaires, du linge blanc, par exemple. S'ils veulent avoir du linge qui leur correspond, coloré ou avec, des motifs, c'est leur choix et du coup, nous, on travaille avec ce linge-là. Par contre, s'ils nous demandent, voilà, un système de location de draps, bah, là, on les renvoie vers l'entreprise, bien connue. Est-ce que ce sont tous des logements qui sont classés? Alors non, pas forcément, hein. On a des propriétaires, qui, souhaitent mettre en location que sur la période estivale, par exemple, et donc eux ne voient pas forcément l'intérêt de le faire classer. En fait, le faire classer, c'est d'un point de vue, taxe de séjour que c'est intéressant. Oui. Donc non, pas forcément. Il y a quelques logements, pas beaucoup, mais qui sont pas classés. Dans tous les cas, tous les logements sont bien déclarés en mairie, ça c'est sûr. Tu veux vraiment rester basé sur les 3 villes sœurs ou tu penses, peut-être élargir avec le temps? Alors moi, actuellement, je suis quand même sur un périmètre, de 40 kilomètres autour des 3 villes sœurs. C'est-à-dire que, je travaille aussi, voilà, autour de Saint-Valery-sur-Somme et je travaille aussi autour de Dieppe, en plus des 3 villes sœurs. Donc sur ce rayon-là, j'ai pas forcément pour ambition de continuer de m'étendre actuellement parce que l'entreprise n'a que, environ 6-7 mois. Par contre à l'avenir, si je suis amenée à recruter et c'est ce que j'espère, oui, pourquoi pas étendre les services, voilà, monter, pourquoi pas jusqu'au Touquet, redescendre un petit peu plus. Mais actuellement comme je suis seule, non.
Mais par contre, à partir de septembre, j'ai la chance d'avoir une alternante, qui va arriver, Génial! une personne que je vais pouvoir former pendant 2 ans. Si tout se passe bien, je pourrais potentiellement lui proposer de rester derrière. Donc voilà, l'idée, c'est de bien être accompagné pour, pas partir dans tous les sens et bien définir, voilà, y aller petit à petit dans un premier temps et puis, mais moi voilà, si j'ai créé, la conciergerie des Trois Villes Sœurs, c'est pas une auto-entreprise, c'est une SARL et c'est, voilà, parce que j'ai l'ambition de recruter et d'avoir vraiment une entreprise qui se développe. Bien sûr. Donc oui, je pourrais être amenée à me développer. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Exactement, moi aussi. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont, peut-être en train de se lancer, à quelques semaines ou mois d'ouverture et autres, est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner? Oui, alors, bah, pour les porteurs de projets, de chambres d'hôtes, de gîtes et cetera, dans tous les cas, un conseil commun, c'est de bien travailler son business plan. Je pense qu'il faut pas parce que j'en vois, hein, des personnes qui se lancent, qui achètent en résidence principale et qui après s'étonnent parce que je leur dis qu'ils peuvent pas louer plus de 120 jours par an. Ça arrive, c'est vraiment bien se renseigner, bien travailler, construire son business plan. Avoir conscience, de la concurrence et des tarifs appliqués, pas partir dans des tarifs non plus, trop délirants parce qu'il y a des personnes qui, se calquent sur des tarifs, de logements qui sont déjà présents depuis plusieurs années. Je veux dire l'offre de départ ne sera pas celle, que vous aurez quand vous vous développerez. Forcément, ça va également s'affiner. Donc voilà, c'est bien établir sa clientèle cible aussi. Quelles sont les personnes qui seraient susceptibles de venir dans mon logement? Donc voilà, son business plan, premier conseil très, très, très important. Deuxième conseil, c'est, rencontrer et s'entourer d'un expert comptable parce que voilà, il y a différents types de régimes, qui peuvent être appliqués. Je pense que ça, vous le savez aussi. Bah, comme je disais, savoir si vous êtes en résidence principale ou si c'est un achat en résidence secondaire, vous n'allez pas pouvoir louer pareil votre logement. Il y a tout l'aspect fiscal aussi selon le statut qu'on choisit, Ah, le statut, si vous êtes en régime réel, régime simplifié, enfin, il y a tellement de particularités aussi par rapport, à vos revenus. En fait, l'idée, c'est que, ça soit intéressant pour vous fiscalement. Donc, expert comptable primordial aussi. Forcément, c'est un coût, mais, c'est un investissement pour moi, c'est vraiment, indispensable. ah oui, oui, pour moi aussi, ça peut éviter de faire des «bêtises» Ah entre oui. guillemets, quoi, et puis, aussi se rapprocher de la mairie impérativement et de l'office de tourisme, bah, pour connaître vos devoirs en termes d'immatriculation et de reversement de taxes de séjour. Pas avoir de mauvaises surprises au moment du reversement de la taxe de séjour. Mais oui, et je dirais même pour, être aidé aussi, tu vois? Même sur, la partie études de marché, parce Tout à fait. que la mairie et encore plus l'office de tourisme vont pouvoir vous donner quelques datas, quelques conseils aussi sur, bah, votre positionnement. Oui, tout à fait. Oui, oui, exactement. Aussi sur le taux d'occupation, Voilà, mmh. en fonction des villes, le taux d'occupation n'est pas le même. La Donc c'est saisonnalité n'est aussi, pas la même, voilà, ouais. ouais. Le nombre de couchages entre guillemets «moyens», qui est le plus réservé sur le secteur, c'est aussi intéressant. Savoir si on se lance plus, sur, une location, voilà, si on fait plus, 2 appartements ou alors une grande maison, par exemple. Ouais, ouais, super, excellent conseil que je valide, Voilà. parce que je les partage vraiment. Bon, bah, c'est top alors. Oui, oui, bah, c'est vraiment des choses qui me paraissent, primordiales. Bah, aussi parce que de notre côté, comme je te disais au début, mon conjoint est passé par là pour sa maison qu'il veut mettre un petit peu en location. Donc c'est vrai que quand on se met dedans, on se rend compte des choses. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça au début et d'où l'intérêt, d'avoir ton podcast aussi, c'est qu'en fait, ça nous permet d'échanger, bah, voilà, avec les futurs porteurs de projets autour de ça. Bah, c'est vraiment, toute mon intention et l'ambition du podcast et puis plus largement de la plateforme effectivement, c'est qu'il y ait pas cette fameuse phrase à la fin: «Ah, si j'avais su». Bah, c'est exactement ça. Non, mais ça permet de gagner du temps, comme on dit. Voilà, exactement. Quelles sont les personnes et les clients qui sont susceptibles de faire appel à une conciergerie? Eh ben, écoute, dans mon cas personnel, 80 des propriétaires qui font appel à moi sont des personnes qui n'habitent pas sur le secteur. Donc, des personnes qui habitent, bah, un peu partout en France, qui ont investi dans le coin parce qu'ils aimaient beaucoup la région, donc, de Paris, de Belgique, même de Reims, par exemple. J'ai aussi, ben, des personnes qui sont pas à l'aise avec l'informatique.
Et oui, il y a aussi ce genre de personnes. Ça existe encore? Non, je Et oui, oui, rigole. mais si, franchement, j'en ai, hein, qui me disent: «Ça me paraît trop compliqué les plateformes de réservation, j'y comprends rien». Voilà, donc ça, c'est aussi notre, profil de clientèle cible. Et comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas le temps, qui veulent se libérer du temps, dont la principale raison pour déléguer, c'est vraiment d'avoir une charge mentale en moins. Parce qu'il faut savoir que les voyageurs nous contactent n'importe quel jour, week-end, pas week-end, matin, soir, nuit, enfin voilà, les réservations se font aussi à n'importe quel moment. Donc après, il faut bien s'organiser avec, les personnes en charge du ménage. Donc voilà, c'est vrai que les clientèles sont un peu variées, mais le point commun, c'est vraiment déléguer pour, avoir ça en moins à s'occuper. Forcément, les frais de gestion, ont un coût, mais au même titre que les frais de réservation des plateformes ont un coût. C'est-à-dire que si les personnes mettent leurs biens sur une plateforme de réservation, elles payent un certain pourcentage déjà sur Airbnb, sur Booking. Et le fait de le mettre en gestion, l'idée vraiment pour les propriétaires, c'est de se dire que la conciergerie va les aider à optimiser et avoir une meilleure rentabilité. Donc en fait, les coûts qu'ils auraient sur la conciergerie, déjà ça rentre dans leur charge, donc potentiellement ça peut leur permettre d'équilibrer leurs chiffres à la fin de l'année, par rapport à sinon à ce qui serait redevable en termes, d'imposition. Et d'autre part, c'est voilà, de les aider à avoir une meilleure rentabilité, à gérer au mieux et d'avoir potentiellement plus de revenus. Donc en fait, dans tous les cas, oui, ils seraient gagnants. Tout à fait. Ça, c'est tout bénef. Et ben oui, et c'est ce qu'on voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est pour les aider dans cette démarche-là. Et si je peux me permettre, je voulais juste, ajouter quelque chose parce que c'est vrai que des fois ça peut être confus, dans la tête, des propriétaires. En fait, on appelle conciergerie différents types de prestations. On va avoir les conciergeries des personnes auto-entrepreneurs qui vont s'occuper que du ménage et de la remise de clés. Ça, c'est une chose. C'est un type de conciergerie. Et on va avoir la conciergerie qui est vraiment de la gestion de location saisonnière, comme c'est proposé par la conciergerie des Trois Villes Sœurs. C'est-à-dire que nous, on s'occupe vraiment de tout. Des annonces, chose qui n'est pas faite par ces autres personnes qui sont auto-entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est du coup amenés à travailler avec ces personnes auto-entrepreneurs qui se font appeler aussi conciergerie. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'entreprise, pour la gestion du ménage, on passe par des auto-entrepreneurs. Donc, ils peuvent déjà avoir la dénomination de conciergerie. C'est pas du tout de la concurrence déloyale, en fait. Et ça, c'est très important de le souligner parce que, voilà, moi, je sais que j'ai eu le cas quand je me suis lancée. On m'a dit: «Ah, mais il y a déjà, telle personne qui est une conciergerie». Je disais: «Mais oui, non, cette personne-là s'occupe que du ménage et de la remise des clés. Moi, c'est pas du tout ça que je propose». Voilà, c'est vraiment bien se renseigner aussi sur les différents types de prestations qui peuvent, intéresser les propriétaires. Est-ce que c'est juste déléguer le ménage et les remises de clés ou alors est-ce que c'est vraiment tout délégué? D'accord, oui, c'est très clair. Merci beaucoup de la précision. On arrive à la conclusion de cet très agréable échange. Tu le sais, j'ai quelques petites questions plus personnelles. La première étant, Oui. quelles sont tes vacances idéales? Ah là là, mes vacances idéales. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une fille du soleil. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut alors? Mais voilà, mais vous savez qu'il fait très beau en Normandie. Non, mais tout le monde me dit ça. Mais on n'a pas que de la pluie en Normandie. Non, non, mais alors pour moi déjà les vacances idéales, c'est, pouvoir déconnecter, Ouais. chose, qui n'est pas là de se faire, mais c'est un choix personnel. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que là, les futures vacances, c'est pas C'est pour tout de ça. Tout suite. à fait, et être au soleil idéalement, voilà, pouvoir s'allonger avec le bruit des cigales, pour moi, c'est le paradis. Entendre le bruit de la mer. Je suis aussi, une fille du littoral. Alors moi, il faut que je sois proche de la mer. C'est vrai que d'avoir été 2 ans à Paris, ça a été un peu compliqué. Donc là, le retour, en bord de mer, je suis ravie, voilà, et pouvoir bien manger tout en étant dans un beau cadre. C'est d'ailleurs la chance qu'on a ici, c'est qu'on est en bord de mer, on a une gastronomie qui est riche. J'adore les fruits de mer, on a des paysages variés, on a les falaises, les présalés, de la baie de Somme. Donc voilà, c'est aussi ce que j'apprécie d'être revenue vivre ici, c'est qu'au final, on peut se sentir rapidement en déconnexion. Même si voilà, un petit peu de chaleur en plus, je dirais pas non. Oui, j'avais vu une petite, expression qui me plaît beaucoup, c'était «habiter en vacances» et je trouve Ah ça juste j'adore, génial parce que c'est vraiment ça, en fait. j'adore. Et je trouve que c'est ce que tu as décrit, c'est vraiment retrouver dans son quotidien, plein de choses qui font qu'on a l'impression de s'évader, quoi.
Beh, tout à fait et puis aussi ce qui est super chouette, c'est que quand on est en contact avec les voyageurs, c'est de voir à quel point ça leur procure un moment de déconnexion de venir en vacances dans notre, région, quoi Mmh. et donc au final, nous, on revit ça aussi à travers eux. Donc ça, c'est aussi super chouette. Ah oui, j'imagine. À quel détail tu es attentive lorsque tu séjournes à l'extérieur? Oh alors moi déjà, premier détail, c'est la construction des annonces, les photos, ça va me faire aller ou non dans un logement. Non mais c'est Ah vrai, ouais, c'est d'accord, super important. Les commentaires, ça forcément bien et sûr. puis après, une fois qu'on réserve, c'est le premier contact. C'est-à-dire, voilà, le message de bienvenue, les informations qui nous sont données, et puis, une fois que j'arrive sur place, directement, la propreté, Mmh. la base Bien sûr, et les équipements proposés. d'accord. Mmh. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi effectivement sur le côté, 1 contact aussi où ça m'est arrivé d'avoir besoin d'envoyer je ne sais pas combien de mails pour avoir à chaque fois, une réponse approximative, Ah ouais, où il y a non, c'est il y a vrai rien que qui pardon, rien n'est donné pour vraiment, préparer son séjour dans les meilleures conditions, quoi. mmh. Oui, non et puis une petite at c'est ce que je disais tout à l'heure, un petit message personnalisé, une petite attention. Quand on arrive dans le logement, un petit mot d'accueil. Tu vois, j'ai séjourné il y a pas très longtemps, on est allés, pour un événement avec des amis, dans les Pouilles, en Italie, dans le Mmh. sud de l'Italie et on avait loué donc, une location, un gîte, magnifique d'ailleurs et le propriétaire ou la femme, de ménage, je ne sais pas, la personne en charge de l'entretien, nous avait laissé un message, un petit mot, sur une ardoise, «Bienvenue à Thaïs et à ses amis, et passez un super séjour» et ça, c'est génial, ça donne le sourire Ça à peine change on tout. arrive. Mais oui, Ouais, c'est des petits détails, qui font toute la différence. tout à fait. Dans quel établissement t'aimerais aller séjourner le temps d'un week-end? Ah là là, quelle question! Tous! Il y en a tellement! Ouais, c'est ça, il y en a tellement, qui ont l'air géniaux, enfin déjà que j'ai pu aussi écouter à travers tes podcasts, mais non, alors moi j'aimerais beaucoup séjourner et d'ailleurs, si les propriétaires m'entendent, n'hésitez pas à me contacter, à Métaphore, donc vous pourrez aller regarder Métaphore en Superbe. Provence. Mmh. C'est un gîte, entre le Mont Ventoux et le Luberon. Ils ont une piscine, avec une vue à couper le souffle vraiment, entre les montagnes, avec un mur un peu, comme, un reste de ruines et surtout ils ont une chambre avec, en fait, je sais pas si tu vois? C'est un lit sur des rails qui te permet de faire sortir le lit sur la terrasse et de Po, le po, re-rentrer. po. Donc en fait, si tu veux, tu peux faire la petite sieste, à l'extérieur ou t'endormir à la belle étoile et re-rentrer après dans la chambre et tu as une vue, Incroyable. panoramique, superbe. Ah ouais, ça me donne trop envie. Ah oui, mais tu m'étonnes, ça donne envie à tout le monde. C'est Ouais incroyable. et pour le côté un petit peu plus sauvage, ça c'est mon petit rêve à moi, c'est d'aller séjourner en Toscane. Mmh mh. En Italie, ils ont quelque chose qui s'appelle, un système qui s'appelle Agriturismo. En fait, c'est une plateforme de réservation, dans des fermes, dans des domaines viticoles et on est vraiment chez l'habitant. Ils proposent, des activités, tu vois? De faire, un plat italien, d'aller, faire une dégustation de vin, de faire une découverte des vignes. Tu peux aussi louer des petits scooters pour te promener dans les vignes. Enfin voilà, ça c'est un de mes rêves aussi, j'espère pouvoir le réaliser très bientôt. Mais voilà, séjourner, chez des habitants en Italie, ça me donne très envie. Ah bah oui, tu arrives à nous donner envie aussi, hein. Super. Bah écoute Thaïs, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour tous tes conseils et pour nous Et bah, permettre merci à toi. d'y voir plus clair, pardon, avec le monde de la conciergerie. Et puis, bah, très bonne continuation. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Laura, en tout cas, de m'avoir laissé cette opportunité d'échanger sur, le nouveau métier entre guillemets de conciergerie et puis à toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient besoin de conseils et ben, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur, notre page Instagram, ou Facebook. Je serai ravie d'échanger avec vous et Laura, j'espère qu'on aura l'occasion, de rééchanger, très prochainement. Merci à toi. Psst, faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis, maintenant j'arrête de parler.